Ok. Bonjour, bienvenue à tout le monde. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce Bonjour. webinaire dédié à la Bonjour. mesure d'activité et surtout aux consignes de remplissage aujourd'hui de l'EPRD, l'annexe activité qui nous permet collectivement de pouvoir tracer la prévision d'activité dans les différents établissements avec ici dans le secteur personnes âgées, les EHPAD en particulier en ligne de mire. Et c'est pour ça aussi qu'autour de la table virtuelle, nous avons également quelques départements, tous étaient invités, et quelques collaborateurs également. Donc, merci de votre présence. L'objectif pour nous est de pouvoir harmoniser les pratiques en région parce qu'on se rend compte que ces annexes activités peuvent vraiment être traitées de manière très différente en fonction des structures, parfois même au sein d'un même organisme gestionnaire, avoir également des manières de faire qui peuvent être différentes. Donc, l'idée, c'était de pouvoir vous donner des consignes de remplissage. Ce webinaire est enregistré et il sera mis en ligne sur le site de l'agence si vous voulez le partager à nouveau avec vos collaborateurs. Comme ça, vous n'hésiterez pas. Et autour de la table, donc pour ma part, Nadia Méni, responsable du département pilotage et régulation de l'offre médico-sociale, mais également Caroline Donc, Guillain. Caroline Guillain, donc moi je suis adjointe de Nadia Mini, responsable du plan maladie neuroévolutive sur la région et en charge du suivi d'activité sur le secteur des personnes âgées, mais aussi sur le secteur des personnes en situation de handicap. Et Agathe Burteret. Bonjour, Agathe Burteret, donc au sein de la direction de l'offre de soins et de l'autonomie dans le même département que mes collègues au niveau de l'allocation des ressources sur le secteur médico-social et le suivi financier. En termes de consignes, donc on va progressivement couper les micros au fur et à mesure des arrivées dans le webinaire, puisqu'on est attendu, on est déjà une centaine, mais on attend environ 150 personnes. Ce qu'on vous propose, c'est de pouvoir utiliser la partie QR que vous avez au-dessus dans le bandeau, de manière à ce qu'on puisse tracer les questions. Avec Agathe Burteret, on va y répondre le temps de l'exposé de Caroline Guillain. Et puis, il y a des temps qui seront pris pour pouvoir échanger et développer davantage sur les questions qui ont pu poser le plus d'interrogations. Évitez d'utiliser la partie conversation parce qu'elle ne nous permet pas après de tracer et de finaliser la foire aux questions ce qui sera également mise en ligne. Donc, utilisez bien la partie QR. Voilà. Et puis, Caroline, c'est bon, on peut commencer. Merci. Et juste, je précise, si vous pouvez également, dans vos questions-réponses, bien mentionner de quel établissement vous êtes, parce que si jamais il y a des questions spécifiques ou des questions auxquelles nous n'arrivons pas à répondre durant ce webinaire, que nous puissions prendre votre attache ultérieurement pour pouvoir vous apporter vos réponses à vos questions. Mais pour ce faire, nous avons besoin de savoir qui vous êtes précisément. Donc, n'hésitez pas à bien mentionner de quel établissement vous êtes pour qu'on puisse vous retrouver par la suite. Merci beaucoup. Alors, le préambule ayant été posé, nous allons donc passer à ce suivi d'activité donc, qui concerne deux modalités de suivi. Ce qu'on a appelé l'activité classique des établissements, des EHPAD et des accueils de jour autonomes, qui est suivi dans le cadre des annexes activités liées aux EPRD et ERRD et qui sont à déposer sur les plateformes Import EPRD et Import ERRD. On a également un second suivi qui concerne les dispositifs complémentaires qui sont rattachés à un EHPAD ou un accueil de jour autonome, qui sont de plus en plus nombreux à travers la diversification aussi de l'offre sur le secteur des personnes âgées.
Et donc là, on vous propose de suivre cette mesure via une plateforme en ligne qui s'appelle Démarche simplifiée, que vous connaissez peut-être et qui fera l'objet d'un second temps de présentation. Un rappel concernant le taux d'occupation. On va beaucoup parler de taux d'occupation sur cette première partie, qui n'est pas qu'un simple chiffre dans une colonne ou dans un tableau demandé par la CNSA ou l'ARS, mais c'est vraiment une donnée qui conditionne directement le financement et la capacité des EHPAD à fonctionner. Donc ça, c'est un point important à rappeler, mais j'imagine que vous avez déjà bien en tête. Donc sa fiabilité, elle est essentielle, à la fois pour la pérennité de l'établissement et pour l'équité entre acteurs. Concernant la première partie, dédiée à l'activité classique, je ne vous apprends rien. Donc le suivi, il se fait à partir des cadres normalisés, l'annexe 9, activité réalisée pour le RRD, et l'annexe 4, activité prévisionnelle de l'EPRD, à compléter pour le 31 octobre de cette année 2025. Je vous indique également le lien pour accéder à ces annexes, donc dans le diaporama qui sera mis en ligne sur le site internet si jamais, pour certains, vous avez égaré la possibilité d'accéder à ces trames. Alors, petit rappel sur l'hébergement permanent. Depuis 2017, le forfait soins pérenne des EHPAD, il repose sur deux composantes. D'une part, une dotation destinée à financer les lits d'hébergement permanent qui est calculée à partir du GMPS. Et d'autre part, des financements complémentaires. Il y a deux éléments qui peuvent venir réduire le montant de cette dotation GMPS. D'abord, le taux d'occupation réel, constaté sur les lits d'hébergement permanent, s'il est en dessous d'un seuil fixé à l'avance, on va le voir. Et ensuite, le cas de refus de signature du CEPOM. Pour bien comprendre, en 2025, le seuil régional, il est fixé à 85% de taux d'occupation, contre 95% pour le seuil réglementaire national. Concrètement, si un établissement n'atteint pas ce seuil, il peut avoir une diminution de sa dotation soins, calculée selon la règle du CASF, la moitié de l'écart entre son taux d'occupation et le taux d'occupation régional. Je vous donne un exemple. Si un EHPAD est à 55% de taux d'occupation, l'écart avec le seuil régional de 85%, il est de 30 points. La minoration appliquée, ce sera la moitié de 30 points, donc 15% de sa dotation soins. Dernier point important, si l'annexe activité réalisée n'est pas transmise dans les délais, l'activité elle est considérée comme nulle. Et dans ce cas, on a une minoration de 42,5% de la dotation soins qui peut être appliquée. Donc, vous voyez que ce n'est pas anodin. Concernant l'hébergement temporaire, cette fois, l'allocation forfaitaire, elle est fixée à 15 500 € par lit en 2025. Le montant effectivement attribué, il dépend du dernier taux d'occupation connu, calculé sur une base de 365 jours d'ouverture. Donc concrètement, si le taux d'occupation il est supérieur ou égal à 80%, tout va bien. L'allocation complète, vous avez l'allocation complète qui est appliquée, soit 15 500 € par lit. Si le taux est compris entre 60 et 80%, vous avez une actualisation de 0,82% qui est appliquée dans la limite du forfait de 15 500 € par place. Si le taux est compris entre 15 et 60%, il n'y a pas d'actualisation. Et si jamais le taux est inférieur ou égal à 15%, non seulement il n'y a pas d'actualisation, mais en plus, l'intégralité du financement de base est gelée. Et dans ce cas-là, il y a une décision qui doit être prise avec les autorités de tutelle quant à la poursuite ou au redéploiement des lits concernés. Puisque là, on est clairement en cas de sous-utilisation des places. Donc, on peut se réinterroger. Concernant l'accueil de jour, cette fois autonome ou rattaché à un EHPAD, l'allocation forfaitaire elle est calculée sur la base d'un coût place de 14 100 € en 2025. Un montant qui intègre aussi les financements liés au transport.
Le financement, il est alloué, dépend ensuite du dernier taux d'occupation connu. Calculé cette fois sur une base de 260 jours d'ouverture. 3 cas de figure. Si le taux d'occupation est supérieur ou égal à 60%, une actualisation de 0,82% est appliquée dans la limite de 14 100 € par place. Si le taux d'occupation est compris entre 15 et 60%, aucune actualisation. Et si le taux est inférieur à 15%, même logique que pour l'hébergement temporaire, non seulement il n'y a pas d'actualisation, mais il y a un gel. Donc là, c'est un rappel de l'impact et de l'importance du taux d'occupation sur les financements directs de vos établissements. Concernant ce taux d'occupation, petit rappel sur le calcul. Donc, c'est le rapport entre l'activité réalisée ou prévisionnelle et l'activité théorique exprimée en pourcentage. Donc, l'activité réalisée ou prévisionnelle, elle correspond au nombre de journées réellement effectuées ou prévues. L'activité théorique, quant à elle, elle correspond au nombre de journées maximales possibles, donc soit le nombre de places au lit financé multiplié par le nombre de jours d'ouverture théorique, que je vous rappelle sur cette diapositive, 365 jours sur l'hébergement permanent et l'hébergement temporaire et 260 jours sur l'accueil de jour. Dans ce calcul, il est également demandé de distinguer les journées d'absence de plus de 72 heures et de moins de 72 heures. Et le taux d'occupation retenu comme taux de référence, il prend bien en compte les absences de moins de 72 heures pour refléter plus fidèlement l'activité de vos établissements. Pour rappel, donc l'annexe, que ce soit les deux annexes prévisionnelles ou réalisées, elles se composent d'une page de garde dans laquelle il vous est demandé 3 capacités. Donc là, on est sur les capacités globales d'un établissement, toutes modalités d'accueil confondues. Et donc là, on vous demande la capacité autorisée, la capacité financée, la capacité installée. Dans la plupart des cas, ces 3 capacités sont identiques. Parfois, on peut avoir, pour des raisons de travaux ou de vétusté de l'établissement, des lits qui sont fermés. Du coup, vous aurez une capacité installée inférieure à la capacité financée. Pour autant, ces places sont bien financées. Donc, il faudra bien l'indiquer à ce niveau-là. Ensuite, pour chaque établissement, vous allez avoir une annexe de généré. Et là, cette fois-ci, il faudra renseigner la capacité installée et la capacité financée aussi pour chaque modalité d'accueil. Donc, pour l'hébergement permanent, en indiquant le nombre de places du HR et le nombre de places de PASA, mais qui sont bien comprises dans la capacité globale de l'hébergement permanent, l'hébergement temporaire et l'accueil de jour. Vous pouvez voir à l'écran une annexe 9, donc là pour l'activité réalisée. Toutes les cellules en jaune sont à votre main, donc elles sont à compléter par vos soins. Et les cellules grisées, elles se calculent automatiquement. Pour chaque modalité d'accueil, donc vous devez compléter votre activité auquel vous ajoutez les absences de moins de 72 heures. Et c'est ce taux d'occupation qui est pris en compte comme taux de référence. Donc vous voyez en rouge, il est entouré dans le tableau. C'est le taux qui nous intéresse fortement, nous, au niveau de l'agence, sur l'ERRD. Et vous répétez l'opération pour l'accueil de jour et l'hébergement temporaire. Vous avez sous les yeux cette fois une copie d'écran pour l'annexe 4, EPRD. Donc vous voyez que c'est la même logique et le même fonctionnement. Cellule jaune à compléter, pour le reste c'est calculé automatiquement. Et vous pouvez voir également en dessous que vous avez bien la capacité financée à compléter à chaque fois, puisque c'est bien cette capacité-là qui est utilisée pour calculer le taux d'occupation. Et le rappel de l'amplitude horaire, journalière plutôt annuelle, donc 365 jours, là en l'occurrence, puisqu'on est sur l'hébergement permanent, et 260 jours pour l'accueil de jour. Les consignes données en Bourgogne-Franche-Comté, il n'y a rien de bien nouveau, c'est du bon sens et ce qu'on vient de voir précédemment. Donc le taux d'occupation, il se calcule à partir de la capacité financée. Si vous avez un doute,
Vous pouvez le trouver dans la notification de ressources qui est transmise chaque année. Dans le cas des sites secondaires, on vous demande de colliger l'ensemble des données des sites secondaires non tarifés sur le FINES établissement du site principal qui lui est tarifé, conformément toujours aux notifications de ressources. Les places autorisées et financées de PASA et du HR, elles sont comptabilisées dans la capacité globale des lits d'HP et de l'EHPAD. Vous ne les rajoutez pas à cette capacité. Une activité théorique de 260 jours est attendue. C'est souvent des erreurs que l'on peut observer dans le remplissage des annexes. Donc, c'est important vraiment de bien le spécifier. Pour les EHPAD et les accueils de jour autonomes, on va vous demander, pour celles qui portent une plateforme de répit ou un centre de ressources territoriales, de générer dès l'annexe prévisionnelle un onglet Activités sans finesse pour pouvoir les identifier. Pour autant, on ne vous demande pas de les compléter. C'est simplement de générer cette annexe Activités sans finesse. Pour l'ensemble des établissements qui sont rattachés à un EPS, on vous encourage fortement à transmettre vos annexes activités réalisées au 30 avril, comme l'ensemble du secteur. Voilà, globalement, c'est quand même la majorité des cas, mais cette année, on avait 6% d'EHPAD rattachés qui ne les ont pas renvoyés au 30 avril. L'année prochaine, ce serait bien qu'on puisse avoir l'exhaustivité. Et puis, dans cette annexe prévisionnelle, on attend de vous un strict respect du nombre de places financées entre l'hébergement permanent et l'hébergement temporaire. Parfois, dans le réalisé, on peut avoir un glissement pour certains EHPAD qui ont une activité à 100% sur l'hébergement permanent et qui peuvent utiliser ces places autrement. Mais sur l'activité prévisionnelle, on vous demande de respecter la capacité financée. Une nouveauté pour cette année, dans le cadre de l'EPRD 2026, nous on l'a appris il y a 3 jours. Donc c'est vraiment tout récent. Vous allez avoir un onglet complémentaire à renseigner sur les bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement. Donc, je vous ai fait une copie d'écran de cet onglet. Vous avez 2 cellules à compléter. Les demandes reçues, le nombre de demandes reçues et le nombre d'admissions prononcées. Donc, on vous demande de compléter ces données dans le cadre d'un premier dépôt de l'annexe, donc au 31 octobre, selon les modalités habituelles. Et il vous sera demandé dans un second temps une version actualisée au 31 décembre qui sera déposée avant le 31 mars 2026. Donc ça, c'est un élément nouveau qui nous a été communiqué il y a très peu de temps par la CNSA et donc que je vous transmets. Donc là, nous arrivons à la fin de la présentation sur la première partie relative à l'activité classique. Donc, je vous propose de prendre un temps pour répondre aux questions que vous avez transmises ou que vous allez nous transmettre dans le QR de ce webinaire. Pour l'instant, Caroline, on a pu être à jour sur les questions posées dans la partie QR et rattraper les 2 questions qu'on a retrouvées dans Conversation. Donc, on s'adresse Ok. bien aux EHPAD et aux accueils de jour autonomes aujourd'hui. Hein, on est uniquement Tout à sur fait. ce secteur d'activité-là. Le webinaire PH a eu lieu en début de semaine. Je ne sais pas s'il est déjà mis en ligne ou sera mis en ligne. Alors, tout a été transmis. J'attends que ce soit mis en ligne. OK. Donc, ce Donc, à sera retrouver mis en sur la ligne. même En tout cas, page. hier, ce n'était pas fait encore. Entendu. Donc, sur les établissements PH, on retrouvera ça dans un autre webinaire et ça sera en ligne sur le site de l'agence. On s'intéresse bien aussi aux places d'hébergement permanent qui comprennent les éventuelles unités Alzheimer. C'était une des dernières questions qu'on a eues, puisqu'elles ne sont pas distinguées dans l'autorisation. Ce qui fait différence, là, c'est l'autorisation. Alors, il y a une question pour les demandes d'aide sociale. On remplit pour l'année 2025 toutes les demandes reçues pour 2025 et toutes les admissions prononcées en 2025. Alors, dans la mesure où c'est tout nouveau, je vous avoue qu'on n'a pas encore... Là, on est sur du prévisionnel. Agathe, est-ce que tu aurais un avis par rapport à ça? Sur l'aide sociale, c'est du 2025 ou du prévisionnel? Bah oui, ça doit être du 2025, forcément.
Ça doit être du 2025 puisqu'on demande... Un nombre d'admissions et un nombre. Donc oui, oui, moi je dirais que c'est du 2025. c'est du 2025, ouais. Alors, c'est Alors, un onglet, effectivement, comme le disait Caroline Guillen à l'instant. C'est une information qu'on a eue mardi soir, cette nouveauté. Donc, on n'a pas eu le temps Mm. encore pleinement de l'explorer, de l'expertiser. Et dans le Lisez-moi, qui est au début de l'annexe activité qui est disponible sur les sites dédiés et pour lesquels on a mis des raccourcis, des liens hypertextes sur le support qui vous sera transmis ultérieurement. Vous pourrez lire de façon détaillée ces informations. Mais comme ça, je ne le vois pas. Non, il n'y a pas de détails. Voilà. Il y a une question également de l'EHPAD de Blamont sur les journées HTSH. Ça fera l'objet du coup du second temps dans le cadre des dispositifs complémentaires et de leur suivi d'activité. Mais en tout cas, elles ne sont pas à prendre en compte dans l'activité prévisionnelle ou réalisée que vous indiquez dans les annexes. C'est un suivi à part. Et donc, pour l'aide sociale à l'hébergement, il y a effectivement écrit exercice N-1. Donc, étant donné qu'on est sur une annexe prévisionnelle dans le cadre de l'EPRAD 2026, le N-1 doit s'entendre 2025. PUV EHPAD sans forfait soins, doit-on remplir le PRD et son annexe 4? Alors, pour Là, les PUV qui ne sont pas financés, tarifés par l'ARS, c'est une compétence conseil départemental. Donc, nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseil départemental territorialement compétent. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions sur l'aide sociale, essentiellement. Sachant que de notre côté, on a très très peu d'informations. Donc sur ce point précisément, voilà, je pense qu'on aura besoin d'avoir des précisions de notre côté aussi, du national, puisqu'on n'a rien à ce jour. Donc je vous propose qu'on renverra, on mettra des éléments sur le site internet complémentaire sur ce point-là quand on en disposera. Pas mal de questions sur l'HTSH, par contre, peut-être si tu peux expliquer ce suivi d'activité à part. Bon, on va en parler, oui, dans un second temps. Donc, D'accord. c'est un suivi C'est qui sera prévu. réalisé à part via un outil spécifique. On y viendra dans un second temps. Donc, il y a une distinction entre les places d'acheter qui sont enregistrées dans les annexes activités que tu as présentées juste avant Tout à et les fait, places d'HTSH en sont sorties. c'est ça. Ouais. Puisque ces places d'HTSH, nous, on appelle ça, on les met dans ce qu'on appelle dispositif complémentaire. Donc, du coup, elles vont être traitées à part. C'est ce que je vous disais, vous ne les indiquez pas dans l'hébergement temporaire de l'annexe activité. Une question autour de l'accueil de jour. Faut-il ouvrir impérativement 260 jours par an? Non, c'est une cible qui nous permet d'avoir une harmonisation des pratiques dans le calcul théorique d'activité. Donc 260 fois le capacitaire égale un nombre de jours d'activité attendu de la même façon, du coup, pour tous les accueils de jour. Maintenant, dans votre accueil de jour, vous ouvrez 250, vous ouvrez 270. En fait, vous jouerez derrière sur le capacitaire pour pouvoir atteindre au mieux le taux d'activité attendu. Et puis, les taux d'activité, vous l'avez vu, ont différents seuils. Et nous, derrière, eh bien, il y a une adaptation de la dotation ensuite en fonction de ces seuils, atteints ou non, puisqu'on considère qu'un accueil de jour qui fonctionne bien, hein, c'est dans le PRS, il est à 60%. Donc, c'est déjà pas énormément haut en termes d'attendu côté agence. Donc, c'est pour permettre de calculer de façon harmonisée entre vous tous, en fait. De la même façon, il y a une question sur les plages PHV, personnes handicapées vieillissantes. Est-ce qu'elles soient comptabilisées comme HP? Non, on va le voir aussi après.
Ce sont des places qui sont considérées comme un dispositif complémentaire et qui sera suivi via un outil de suivi spécifique. On a des pouces levés. C'est bon, on a traité. Ah non, peut-être pas. Alors, il y a une question, si les journées HTSH ne sont pas dans cette annexe, cela pénalise notre Théo par rapport aux abattements possibles que vous nous avez présentés. Faites-vous un cumul après des différences suivies? Alors peut-être je vais te laisser répondre, Nadia, mais pour moi, c'est deux Ouais, choses mais différentes en prenons termes un exemple. d'autorisation. Prenons un exemple. Par exemple, vous avez, je ne sais pas, 5 places d'acheter autorisées pour votre EHPAD, dont 2 sur l'HTSH. Vous indiquez votre activité achetée à partir de 3 places dans l'annexe activité. Du coup, les 2 autres places HTSH, elles sont retrouvées dans le suivi purement HTSH. Mais vous nous mettez en fait qu'un calcul à partir de 3 places d'acheté normales, et du coup, ça ne pénalise pas votre taux d'activité in fine. Dites-nous si c'était pas clair. Et ben voilà, c'est exactement ce que dit aussi Vive 3 Bourgogne, qui, oui, avec un autre exemple de 6, 2 places d'HTSH, oui, il n'y a bien que 4 places du coup dans l'annexe activité, exactement. Et du coup, c'est que c'était pas clair, donc je le préciserai, je le rajouterai dans le diaporama qui vient de vous être présenté pour que ce soit bien spécifié pour ceux qui n'ont pas pu participer aujourd'hui et que ce soit clair pour chacun. On ne voit plus de questions. Mm. Ah, une dernière. Ah. Nous avons actuellement une place d'achetée en période test depuis le 1er juillet jusqu'au 31/12. Nous ne savons pas si elle sera validée pour 2026. Je complète en HP. Donc, ouais, je sais pas, ouais, je sais pas si elle sera effectivement maintenue ou pas. Peut-être, comme vous avez jusqu'au 31 octobre pour faire votre annexe activité, revoyez dans le mois qui vient avec votre interlocuteur ARS en local s'il a de la perspective sur la pérennisation ou pas de cette place, plutôt achetée ou plutôt HP, comme ça vous saurez. Mais oui, ça va se décider dans le mois, que vous ayez de la visibilité. Mais écoutez, je vous propose que l'on passe à la deuxième partie. Est-ce que vous voyez bien le diaporama? C'est OK pour tout le monde? Donc, concernant l'activité complémentaire, donc là, on vous présente en avance de phase pour vous préparer. Ça concernera l'activité de l'année 2025. Donc, ce sera quelque chose qui vous sera transmis en 2026. D'abord, c'était de se dire, qu'est-ce que l'on met derrière dispositif complémentaire? Donc là, vous avez les 8 dispositifs que l'on a pu identifier, nous, en région. Les centres de ressources territoriaux, donc qui sont suivis par un outil national, une application sur le portail de la CNSA qui est appelée SIDOBA. Nous avons également identifié des plateformes de répit. Cette activité, pour l'instant, elle est suivie dans un fichier Excel porté par Reseda. Donc ces 2 suivis seront réalisés, fichier Excel suivi spécifique national. Et ensuite, on a identifié 6 dispositifs que l'on souhaite suivre via un outil en ligne qui s'appelle Démarche simplifiée.
Donc, ces 6 dispositifs, ce sont HTSH, hébergement temporaire en sortie d'hospitalisation, on en a parlé, les UPPA, unité de psychiatrie de la personne âgée, les UPHV, unité pour personnes handicapées vieillissantes, l'EHPAD à nuit, l'accueil de nuit et les astreintes IDE de nuit. Donc, ce sont les 6 dispositifs que l'on a identifiés et que l'on souhaiterait suivre spécifiquement via des formulaires en ligne transmis par démarche simplifiée. Concrètement, on enverra un mail à chaque organisme gestionnaire début 2026 avec les liens vers les formulaires à compléter d'ici le 30 avril 2026 pour rester cohérent avec le calendrier des annexes activités. Donc c'est très simple, vous allez créer un compte sur démarche simplifiée, c'est très facile à réaliser. On vous demandera de compléter le numéro finesse établissement. Donc, point de vigilance sur ce point, d'être vraiment très vigilant à bien remplir ce numéro finesse, parce que nous, derrière, ça nous permet de faire des extractions plus fines. Ces formulaires, ils seront composés de données quantitatives clés qui seront relativement réduites et une partie qualitative dans laquelle vous pourrez compléter comme vous le souhaitez. Vous pourrez prévisualiser les formulaires et les questionnaires avant d'enregistrer, ce qui vous permet en amont de pouvoir recueillir l'ensemble des données dont vous aurez besoin. Une fois complété au niveau de l'agence, on vérifiera l'exhaustivité et la fiabilité des données. Donc, il pourra y avoir des allers-retours qui seront facilités aussi par l'outil, puisqu'on peut passer par cet outil pour vous demander de compléter. Et derrière, on s'engage à réaliser une infographie pour chaque dispositif avec des comparaisons, des moyennes régionales, territoriales, et de pouvoir du coup suivre ces données dans l'année. Vous aurez des évolutions chaque année et ce sera transmis et mis en ligne sur le site internet de l'agence. Vous avez un exemple à l'écran d'un formulaire démarche simplifiée. Voilà, c'est un formulaire classique à compléter en ligne. Voilà sur ce deuxième point. Donc, je vous propose de passer au deuxième temps d'échange et de questions. Alors, le CRT, PFR, etc. ne rentreront plus en compte dans le RRD. Alors, en effet, mais sauf erreur de ma part, ils ne devaient déjà pas y rentrer. Là, ce qu'on vous dit, c'est que le CRT et la PFR générer l'annexe prévisionnelle dans autre type d'activité, mais vous n'avez pas à la compléter. Ce suivi-là, il est bien fait par ailleurs. Vous ne comptabilisez pas l'activité dans l'annexe activité. On vous demande juste de générer une annexe. Et là, on est sur le webinaire EPRD. Oui, alors, on est sur l'EPRD, mais du coup, on a fait quand même un mix des deux pour essayer d'expliquer, donner un peu de cohérence à tout ça. Mais là, on est bien sur l'EPRD à compléter au 31 octobre. De toute façon, les consignes sont les mêmes pour l'EPRD et le RRD. Et donc, pour les CRT et les PFR, c'est effectivement 2 types de dispositifs qui sont suivis, j'ai envie de dire analytiquement à côté. Donc, le PRD est constitué dans sa première phase de cette annexe activité prévisionnelle et par symétrie des formes, on s'attend à ce qu'il y ait, entre guillemets, autant d'onglets de finesse ou de sans finesse, justement, entre le cadre de l'annexe activité et de l'EPRD qui sera à déposer ultérieurement au courant de l'année 2026. Donc, vous aurez un onglet de l'EHPAD sans les données du CRT, pour l'exemple du CRT, et un onglet à côté pour le CRT. Et donc, du coup, ça, c'est valable aussi bien pour les euros, les données en euros, que pour les données en ETP, que pour les données, du coup, en activité. C'est pour respecter la symétrie des formes. Concernant la question, le formulaire démarche simplifiée à transmettre pour le 30 avril 2026, est-ce qu'il correspond au nombre de journées prévisionnelles
pour réaliser. Là, on est bien sur le réaliser. C'est pour ça qu'on vous présente en avance de phase comment on va procéder en 2026 pour l'activité réalisée 2025 des dispositifs complémentaires. Mais on sera bien sur du réalisé. Il n'y aura pas de prévisionnel pour ces dispositifs-là. Et il sera à renseigner une fois dans l'année, au 30 avril de chaque année. Ça remplace les autres suivis d'activités qui pouvaient exister, qui étaient en Excel ou qui étaient sous d'autres formats. Là, l'idée, c'est d'avoir un seul type de format qui est démarche simplifiée et qui nous permet de tracer aussi l'ensemble des retours, de faire les relances plus facilement, etc., de pouvoir identifier qui a répondu, qui n'a pas répondu. Ça nous permet d'atteindre l'exhaustivité. Et les annexes activités, elles, on est sur un cadre normalisé CNSA national. On a beaucoup moins la main pour pouvoir, enfin on l'a pas du tout, pour pouvoir modifier les cadres. Donc l'idée c'est que vous ayez bien les consignes attendues sur les annexes activités de l'EPRD, le prévisionnel. Suivront ensuite les consignes sur le RRD, parce qu'on se rend compte qu'il peut y avoir des petites nuances, donc on vous refera un point là-dessus. Et sur démarche simplifiée, donc il y avait une question sur est-ce que déjà tu as des visuels pour présenter ce suivi et le prévoir ou pas? Alors, jusqu'à présent, il y avait déjà un suivi de réalisé. Donc, c'était soit des tableaux Excel, etc. Mm. Donc, les données, elles seront globalement les mêmes. L'idée, c'est vraiment de pouvoir, quand parfois on se rend compte qu'il y avait un grand nombre de données qui vous étaient demandées, et c'est vraiment de réduire ces données-là pour pouvoir avoir des données clés pertinentes que nous, on utilise et qui soient utiles pour tout le monde. Donc, pour l'instant, ce travail de simplification, il est en cours. Mais dites-vous qu'on ne va pas réinventer les choses. En tout cas, c'est les données qui vous étaient demandées précédemment. Vous pouvez repartir de ça et vous aurez l'ensemble des éléments pour compléter démarche simplifiée. Au mieux, vous en aurez moins. Et puis, Madame Jarin du département 58 demandait si démarche simplifiée était accessible au niveau des départements. Oui, alors ça, c'est parce que là, on a d'autres dossiers comme ça où on se le partage avec les organismes de l'État. Si vous avez accès, vous, à démarche simplifiée, oui, ce sera partagé. Il faut juste que je vérifie que les conseils départementaux y ont bien accès. Ça, j'avoue que c'est un point que je voulais regarder justement, mais j'ai pas de retour. Par contre, si les conseils départementaux y ont accès, il n'y a aucun souci, vous aurez accès à toutes les démarches de votre côté. Et puis, dans ce cas-là, c'est nominatif, hein, donc il faut qu'on ait bien les noms des personnes qui auront à instruire ces données pour que nous, on puisse les enregistrer comme instructeurs. Je ne vois plus d'autres questions. Agathe, des attendus. Alors, sur le PRD, ERRD, donc comme Agathe vous le précisait, vous générez des onglets, mais au niveau de l'EPRD, vous pouvez les compléter, mais sachez que côté agence, c'est pas attendu que vous ayez rempli les onglets relatifs au PFR et puis au CRT dans les exemples CRT. qui ont été cités. C'est pas attendu par l'agence. Voilà. Il nous faut la génération de ces onglets pour qu'après, quand on analyse le RRD, on ait bien cette similitude. Pour autant, vous pouvez le faire, mais là, c'est pas attendu. Dans le cadre des données d'activité. Par contre, dans le cadre des données en euros et en ETP, ça sera attendu un remplissage de ces onglets une fois générés. La donnée capacité installée, vous la connaissez à partir de votre notification. C'est celle qui est financée pour votre structure. Dans votre notification que vous recevez annuellement, il est indiqué le nombre de places qui est installé et financé dans votre structure. Donc, si par exemple, je ne sais pas ce qui a derrière votre question, si vous avez des places que vous avez fermées pour des problèmes de bâti ou comme tout à l'heure, on avait une question dans le Jura avec des problèmes d'appel malade.
Dans ce cas-là, nous, on finance quand même ces places. Donc, dans ce cas-là, vous mettez bien les places telles qu'elles sont financées. Par contre, évidemment, ça aura un impact sur votre taux d'occupation puisque vous n'aurez pas le nombre de journées réellement réalisées en face. Mais on part bien de ce qui est financé par l'agence, que vous retrouvez dans votre notification. Et donc pour compléter les propos de Nadia Méni et ce qu'a projeté Caroline Guillen sur ce PowerPoint, dans les annexes activités prévisionnelles, vous avez une page de garde avec en ligne chacun de vos établissements à compléter sur cette page de garde où il est attendu le nombre de lits autorisés, le nombre de lits financés et le nombre de lits installés. Donc, dans la page de garde, on a bien ces trois notions. Dans la grande majorité des cas, c'est similaire. On peut avoir, sur certains cas, des différences entre l'autorisation et ou le financer et ou l'installer. Là, c'est bien ces trois notions dans la page de garde qu'il convient d'indiquer. Une fois que vous générez en cliquant sur le petit plus vert de cette page de garde, vous générez donc autant d'onglets que d'établissements que vous avez mis en ligne. Et quand vous accédez au premier onglet de votre premier établissement à compléter en nombre de journées, vous avez un cartouche sur le haut de la page qui vous demande de nouveau de saisir pour la structure concernée, pour l'établissement concerné, de saisir le nombre de lits et de places installés. Et vous remplissez ensuite pour l'hébergement permanent le volume de nombre de journées dans les cellules jaunes et vous avez un cartouche juste en dessous où il est rappelé non seulement le nombre de journées d'ouverture, 365, 366 en cas d'année bissextile, et le nombre de lits cette fois-ci financés. Et vous avez la même chose ensuite sur l'hébergement temporaire, puis la même chose sur l'accueil de jour. Donc, du coup, vous avez l'autorisé, le financé, l'installer sur la page de garde, puis sur chacun des onglets de chaque établissement, l'installer, puis le financer. Et donc, du coup, on va venir vous demander de bien préciser dans chacune de ces cellules les différences s'il y en a. Il y a une question sur démarche simplifiée. Est-ce qu'on peut rattacher plusieurs établissements à une OG ou faut-il créer un compte distinct pour chaque établissement? Je ne suis pas sûre de bien comprendre la question. Quand vous pouvez créer, enfin, n'importe qui dans votre structure peut se créer un compte démarche simplifiée et accéder au formulaire. Et ensuite, si vous avez plusieurs EHPAD ou enfin plusieurs dispositifs en l'occurrence, il faudra bien remplir un formulaire par dispositif. C'est-à-dire que c'est toi qui les crées, du coup, ces formulaires démarche Oui, simplifiée, qu'en fait, tu oui, connais, toi, où sont les dispositifs, et du coup, ils sont transmis à l'établissement. oui. Alors après, là, sur le PA, il y a quand même, c'est très éclaté. Donc, c'est pour ça que je disais, on transmet un mail avec le lien vers les 6 dispositifs. Et ensuite, les établissements, s'ils n'ont pas d'accueil de nuit, bah, évidemment, ils ne vont pas cliquer sur le lien, ils ne vont pas compléter. Et ils ne vont compléter que les formulaires pour lesquels ils sont concernés. Mm. Alors, une nouvelle question. Merci de me préciser si vous nous envoyez le document de présentation par mail. Donc, le document, en fait, il sera mis sur le site internet de l'agence. Il y a une partie vitée qui s'appelle Activités et suivi des ESMS. Et donc, vous pourrez trouver le diaporama et le webinaire de ce jour sur le site internet de l'agence. Je prends la question de monsieur ou madame Martineau. Donc, vous avez 2 places d'acheter, dont une d'HTSH. Et effectivement, dans l'annexe 4, vous n'enregistrerez que la achetée classique en termes de projection
de taux d'occupation de votre hébergement temporaire. C'est vrai qu'il y a des financements différents puisque vous avez quand même de la part de l'agence votre financement acheté et puis le forfait supplémentaire pour l'HTSH. Mais c'est différent. On est bien sur un suivi d'activité spécifique HTSH dans un cadre réglementaire qui en fait est celui du national. Donc celui-là, on ne pouvait pas l'éviter. Et nous, on va s'intéresser à votre suivi de l'unique place achetée classique dans cette annexe 4. Et Mais pour ça, répondre à la, voilà, c'est indépendant du financement. pour répondre à la question concernant l'accueil de jour, pour l'activité théorique, oui, vous indiquez bien 260 jours pour tous les accueils de jour. En fait, tous les accueils de jour, on doit voir dans l'annexe activité 260 jours en ouverture prévisionnelle. Ça impacte négativement le taux d'occupation. Si vous êtes ouvert 250 jours, oui, en effet. Mais nous, ce qui est attendu, c'est 260 jours. Et pour certains EHPAD, ils sont bien ouverts 260 jours. Donc, si on veut comparer les taux d'occupation, il faut bien que ce coefficient soit le même pour tous. Est-ce qu'on a des modalités de traitement des absences en accueil de jour? Je dirais non. On s'intéresse au présentéisme des résidents, enfin des bénéficiaires de l'accueil de jour. Donc, on est sur une ouverture de 260 jours, pardon, fois votre capacitaire. Ça, c'est le théorique attendu. Et puis ensuite, vous avez, vous, les réalités des journées que vous avez faites. Donc, quand vous faites votre prévisionnel, vous êtes en train de regarder peut-être votre historique, vous connaissez votre nombre d'ouvertures réelles, combien de résidents en moyenne vous prenez par jour, et ça vous permet de calculer votre taux d'occupation prévisionnel. Et puis l'an prochain, quand vous serez en début de printemps, que vous regarderez votre taux d'occupation réel, eh bien à nouveau, vous regarderez votre nombre de jours que vous avez réellement réalisé en 2025, que vous diviserez à nouveau par 260 fois votre capacitaire. Mais il n'y a pas de modalité de traitement particulière sur les absences. On s'intéresse qu'au nombre de journées réellement faites. Et je rappelle encore que la cible indiquée dans le PRS est de 60% pour les accueils de jour, ce qui comprend, on le sait, un certain nombre d'absentéismes, puisqu'il y a 40% de laissés. Concernant la question de Madame Courtois, Nadia, sur l'acheter, il va y avoir des taux supérieurs à 100%, car comment compter les séjours qui ne sont pas achetés SH sur la place d'acheter, qui est labellisée HSDH? Pas compris. J'ai pas compris non plus. Peut-être Ah, parce que, repréciser. d'accord. Il y a des séjours qui ne sont pas labellisés. OK. C'est-à-dire sur une même place, une seule place d'acheter, Vous il y faites de aurait à la l'acheter fois de normal. l'acheter classique et à la fois de l'acheter SH. De toute façon, votre acheté, ça c'est bizarre. Sur l'acheté, il y aura vraiment dans l'annexe 4 que l'acheté classique. Et puis voilà, uniquement en prévisionnel et en réalisé l'an prochain d'ailleurs. Et sur votre place d'acheter SH, c'est plutôt là que vous aurez de l'inférieur en termes d'activité qui sera du coup sous-consommé, l'acheter SH, parce que vous avez fait de l'acheter classique dessus. Je dirais plutôt ça là. Vous me dites si c'est pas clair? Et du coup, en complément, le temps peut-être que Madame Courtois nous précise les choses. Il y aura également une FAQ, une foire aux questions, qui sera mise en ligne sur le site internet au regard des différentes questions que vous avez pu nous poser. Et on les reprendra et on apportera la réponse, ce qui vous permettra aussi de pouvoir y retourner si jamais pour certains vous avez besoin d'un petit rappel et vous aurez les réponses dans ce document. Il sera en ligne la semaine prochaine seulement. Il faut pouvoir le temps de avoir un peu de temps pour le faire. Alors pour le CH du Clunisois, en accueil de jour, si quelqu'un est hospitalisé en cours de séjour,
doit-on compter les jours d'absence comme des jours d'activité? C'est comme pour l'hébergement permanent, à chaque fois, c'est la même modalité. Vous comptabilisez les jours d'absence de moins de 72 heures. Donc, vous pouvez compter 3 jours. S'il est absent 5 jours, vous comptabilisez 3 jours dans votre activité, que ce soit prévisionnel ou réalisé. Et les 2 jours qui sont au-dessus des 72 heures, vous les indiquez dans le tableau, puisque à chaque fois dans le tableau activité, vous devez bien spécifier les 2. Mais par contre, ce ne sera pas comptabilisé dans votre activité prévisionnelle ou réalisée dans le cadre du taux d'occupation de référence. C'est le même principe pour l'hébergement temporaire et c'est le même principe pour l'hébergement permanent. Sachant pour compléter que là, on est encore une fois sur du prévisionnel et que en prévisionnel sur de l'accueil de jour, réfléchir, raisonner, prévoir, de l'hospitalisation et donc des jours, d'absence sur de l'accueil de jour pour motif d'hospitalisation, c'est un petit peu plus épineux que, du réalisé. Donc là, on est bien sur, des propos relatifs à l'annexe activité prévisionnelle, hein. Et que, l'accueil de jour est, comme le précisait, Nadia Mini, très orienté sur du présentéisme et non pas sur de l'absentéisme. Donc on prévoit des journées d'accompagnement en accueil de jour et non pas ne pas accompagner lorsque les personnes ne sont pas là. Donc c'est très orienté présentéisme et sur du prévisionnel, encore une fois, puisque là, l'objet de ce webinaire est, sur l'annexe activité prévisionnelle, en prévision à horizon 2026. Alors non, c'est l'inverse. Le CH du Clunisois. Pour une absence de plus de 72 heures, il faut mettre les 72 heures, les 72 premières heures en absence. Et le solde, non, c'est l'inverse. Enfin, vous indiquez les plus de 72 heures dans le tableau, puisqu'il vous est demandé. Donc, vous indiquez le nombre de personnes qui ont été absentes plus de 72 heures, enfin moins de 72 heures, et ça, c'est comptabilisé dans votre taux d'occupation. Le solde, vous l'indiquez dans les moins de 72 heures, et là, c'est pas pris en compte dans le taux d'occupation. Tu l'as encore, Seuls les cette 3 premiers diapo? jours d'absence sont comptabilisés. Tu peux nous remontrer sur le tableau? Tout à fait. Donc là, Mm. vous voyez le tableau de l'EPRD. Vous avez bien le décompte de l'activité réelle. Là, ce sera le décompte de l'activité prévisionnelle. Et ensuite, vous avez le décompte des absences de moins de 72 heures pour convenance personnelle ou hospitalisation, on ne le voit pas. Et en dessous, le décompte des absences de 72 heures et plus pour convenance personnelle ou hospitalisation. Donc, vous devez bien indiquer les deux. Donc, une personne qui est absente un mois pour hospitalisation, vous comptabilisez 3 jours dans le décompte des absences de moins de 72 heures. Et pour le reste, eh ben, vous mettez 27 jours au niveau du décompte des absences de 72 heures et plus. Et d'ailleurs, le fichier Excel calculera, tout seul après le taux Automatiquement. d'occupation. Voilà. Alors je Plus de profite de questions. ouais, je profite justement de ce moment, où il n'y a plus de questions, pour bien vous préciser que ces annexes activités prévisionnelles, sont, importantes pour les autorités de tutelle et de tarification que sont l'ARS pour notre région, et les 8 conseils départementaux également de la région. C'est d'autant plus important, concernant les EHPAD du département de la Nièvre qui, sont, en expérimentation sur la fusion des sections dépendance
et soins, qui s'appelle, le temps de cette expérimentation, le FGU, le forfait global unique, qui englobe la partie soins historiquement de l'ARS et la partie dépendance historiquement du conseil départemental, en l'occurrence de la Nièvre pour notre région, qui mute en un nouveau nom dans ce cadre, forfait entretien de l'autonomie. Et pour fixer justement cette partie relative au forfait entretien de l'autonomie, nous nous basons, alors quand je dis nous, c'est la ARS Bourgogne-Franche-Comté, mais c'est toutes les ARS et le niveau national que sont la CNSA et la DGCS, sur la base de ces annexes activités prévisionnelles pour calibrer le montant de l'enveloppe du fameux forfait entretien de l'autonomie ou ex-forfait dépendance pour les EHPAD concernés. C'est une expérimentation qui devra donc être évaluée au niveau national pour les 23 départements qui se sont portés candidats à cette expérimentation. Et si cette expérimentation est retenue comme étant favorable, il y aurait une généralisation à l'ensemble des départements de France, possiblement à horizon 2027. Et donc, dans ce cadre-là, c'est bien l'ensemble des annexes activités qui seront examinées sous cet angle-là pour calculer les forfaits de l'entretien de l'autonomie. Nous aurons l'occasion de revenir vers vous si cette expérimentation est effectivement généralisée. Mais en tout cas, à ce stade aujourd'hui, les établissements, les EHPAD de la Nièvre sont particulièrement attendus sur cet exercice. D'une façon générale, au-delà de cette expérimentation, nous redisons ici que les données que vous nous transmettez par le biais des EPRD, des ERRD, que ce soit des données étiquetées en volume d'activité, en nombre de journées, que ce soit des données étiquetées en euros, que ce soit des charges des produits, que ce soit des ETP, ce sont des données qui sont exploitées non seulement au niveau des autorités de tutelle que nous sommes, ARS, conseillers départementaux, pour réaliser des études, pour utiliser, pour faire du benchmark, pour orienter des enveloppes, mais elles sont aussi exploitées par le niveau national, qui sont donc encore une fois la CNSA, la DGSCS, puisque vous déposez ces documents nécessairement sur les plateformes dédiées, à savoir un port EPRD et un port ERRD. C'est très important, puisque le niveau national, encore une fois, peut avoir accès et a accès à vos données et les utilise pour calculer des enveloppes, pour calibrer des enveloppes au niveau national, mais aussi pour les distribuer au sein des régions. Donc, on a eu le sujet, par exemple, du Ségur, qui est venu, a été calculé et distribué en fonction de ce que vous avez pu remonter, et également, par exemple, des fonds d'urgence ou fonds de soutien à destination des EHPAD de France. Donc, les données que vous nous transmettez, que vous renseignez, sont particulièrement importantes parce que derrière, elles peuvent être utilisées pour calculer des enveloppes et pour être distribuées entre régions et du coup entre établissements. Donc, c'est des données qui sont particulièrement importantes pour vous, pour nous, pour l'ensemble des partenaires que nous sommes, et donc à destination toujours évidemment des usagers à la fin. Merci Agathe pour ces précisions. C'est important qu'on ait tous en tête l'utilité et pourquoi on vous demande et pourquoi vous, de votre côté, vous le faites. Il est 11h59, il n'y a plus de questions. Donc, je vous propose de conclure ce webinaire. Donc, pour rappel, vous retrouverez l'ensemble sur le site internet de l'ARS et tous les éléments devraient être mis en ligne d'ici le milieu ou la fin de semaine prochaine au plus tard. Apparemment, on n'avait pas été clair sur l'HT et puis HTSH, tu sais, Ouais, je que je vois. vais... Ouais. Donc ça, on va bien repréciser et dans la foire aux questions, ou même dans le diaporama, et je mettrai des exemples concrets dans la foire aux questions pour que chacun puisse comptabiliser de façon homogène.
Nadia, le mot de la fin? Ah, ben, mot de la fin. Bonne fin de journée. Merci à vous. Nous sommes à votre disposition s'il y a encore des questions. Nous, l'objectif, hein, c'est bien d'harmoniser les informations parce que comme Agathe Burteret vous l'a expliqué, nos crédits régionaux en dépendent. Donc, vos crédits en local en dépendent aussi. Et c'est capital qu'on puisse disposer de ce benchmark, tant vous que nous. Très bonne journée. Merci et bon appétit. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci, au revoir.